Bonjour à tous, donc merci d'être présents avec nous aujourd'hui et ravie surtout de vous accompagner pour ce nouveau talk organisé par Plan Radar avec un grand objectif, voilà, celui de donner à voir l'avenir de la digitalisation de la construction et de l'immobilier en France grâce à une analyse de ces évolutions et une mise en perspective mondiale. Pour parler avec nous de ce sujet aujourd'hui, 3 grands experts du secteur. Sacha Atlani, Regional Manager France de Plan Radar, qui nous dévoilera notamment les résultats d'une enquête menée dans 15 pays auprès de 1300 professionnels de la construction et de l'immobilier. Tchongor Tchoukas, Global Head of Property Management de BNP Paribas Real Estate, qui nous éclairera notamment sur la manière de fluidifier l'utilisation des outils numériques dans le property management. Et enfin, Jacques-Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique pour le 3CA BTP, qui nous en dira un peu plus sur la nécessaire montée en compétences des professionnels du secteur en matière de digitalisation. Merci déjà, messieurs, d'être présents avec nous aujourd'hui. Juste pour information à nos participants, une session de questions-réponses aura lieu à la fin. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà. Je tenais aussi à mentionner le fait que cette session est enregistrée. Peut-être qu'on peut commencer par un premier tour de table. Je passe la parole à monsieur Sacha Atlani. Alors, bonjour à tous, donc merci pour votre présence matinale pour bien commencer cette journée. Donc Sacha Atlani, comme l'a dit Alice, donc Regional Manager France de Plan Radar. Plan Radar en une phrase, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un auditeur de logiciels SaaS qui permet d'avoir un suivi de projet sur l'ensemble de vie de la construction et de l'immobilier. Donc aussi bien avant, pendant et après. Et voilà. Et l'idée aujourd'hui, ça serait d'échanger avec deux confrères sur ces retours liés à la digitalisation du secteur de la construction et de l'immobilier. Chengor et Jacques-Olivier, je pense que vous pouvez, à votre tour, faire un petit retour. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Tchongor Tchoukas et je suis, comme Alice a précisé, le Global Head of Property Management chez BNP Paribas Real Estate. Donc, Property Management, je ne pense pas qu'il faut le présenter, mais quand même, gestion des actifs, gestion des baux, gestion des relations des locataires, coordination des services sur les immeubles et bien entendu, tout ce qui est lié maintenant aux enjeux de ESG, de data. Nous sommes le property management impliqué. Je suis convaincu qu'il faut faire évoluer nos métiers. C'est pourquoi je suis également le président de l'association des property managers et je mène plusieurs initiatives à l'échelle de l'industrie immobilière, la filière immobilière, pour justement travailler mieux et ensemble. Bonjour, alors Jacques-Olivier Hénon, je suis donc, comme l'a dit Alice, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille pour le 3CA BTP et le poste que j'occupe est très très littéral. Le 3CA BTP, c'est un outil qui a été créé il y a 80 ans. Les branches du bâtiment et des travaux publics, le secteur, s'est doté d'un outil dont l'objectif est de développer la qualité de la formation au métier du bâtiment et des travaux publics. Vaste sujet s'il en est, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Grosso modo, 3 professionnels sur 4 du secteur de la construction arrivent dans le secteur sans une seule heure de formation. Donc pour l'instant, on s'occupe des 25% qui ont du temps de formation, et puis on grappille, on gratte, et on gagne des parts en permanence. Politique de formation et innovation pédagogique, c'est très littéral encore une fois. On est en charge de mettre en œuvre les politiques de formation souhaitées par les branches et l'innovation pédagogique, parce que voilà, la pédagogie, c'est toujours la remise en cause permanente de ce qu'on fait. Ravi d'être avec vous. Merci à tous pour ce retour, et je pense qu'il va être très enrichissant aujourd'hui pour tous les trois. Du coup, aujourd'hui, en termes de feuille de route, comment ça va se dérouler? Donc, on va commencer, donc la base, ça sera l'étude. Après, évidemment, l'objectif, c'est que ça soit assez libre entre nous trois en termes de retour d'expérience pour voir comment est-ce qu'il y a des synergies qui peuvent être créées. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, je vais commencer par partir des chiffres sur l'étude qu'a réalisé Plan Radar sur un panel de 1326 personnes en France et en Europe. Après, on pourra enchaîner directement sur un constat. Donc, comment est-ce que
comment est-ce qu'aujourd'hui en France c'est perçu cette digitalisation du secteur de la construction et de l'immobilier. Après, on verra, donc, une fois ce constat fait, les avantages qui peuvent en découler, donc de nos retours d'expérience avec Jacques-Olivier Chengor, et enfin les perspectives, c'est-à-dire donc, maintenant qu'on a vu les avantages, comment est-ce qu'on arrive à se projeter sur le long terme sur ces différents sujets. Donc, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, comme je disais précédemment, donc on a fait une étude réalisée entre juillet et août 2023 sur 1326 participants. Et ça a été évidemment avec un focus en France, mais aussi une vraie vision en Europe pour avoir ces comparatifs. Donc à travers ça, on avait différents pays, donc principalement donc, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, donc vraiment une partie assez Europe. Et l'ambition, c'était de connaître, en fait, d'avoir ce retour d'expérience déjà terrain de comment et pourquoi justement la digitalisation du secteur de la construction et de l'immobilier pouvait être pertinente et avoir ces retours d'expérience. Donc aujourd'hui, déjà, il y a un constat qui est important dans cette digitalisation de la chaîne de valeur, c'est que 81% des professionnels de la construction immobilière considèrent que les outils à numérisation sont difficiles à adopter. Alors pourquoi? Donc ça on va le voir ensemble, c'est parce qu'il y a, je pense que vous avez déjà dû le voir, Chengor et Jacques-Olivier, il y a déjà voilà, c'est le côté un peu traditionnel, voilà, on a toujours travaillé comme ça marche bien, et parfois il y a du mal à prendre ce pas du digital. On a vu que pour 28%, c'était une problématique de retour sur investissement qui était difficile au début à jauger, si je puis dire. Ça veut dire combien est-ce que le fait de passer au digital, ça peut rapporter pour l'entreprise, aussi bien en termes de productivité que de meilleure maîtrise des coûts et des marges. Une mise en œuvre qui pouvait être également trop coûteuse pour certaines personnes qui ne voyaient pas cet investissement, qui voyaient ça plus comme un coût plutôt que comme un investissement. Et enfin, un point majeur, donc le troisième, c'est, Jacques-Olivier, vous allez être maître sur le sujet, c'est le manque de formation des profils numériques pour promouvoir justement et normaliser les nouvelles technologies. Voilà. Donc déjà, moi, j'aimerais faire un petit point et avoir votre retour sur les deux, parce que c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on échange aujourd'hui sur ce constat. Aujourd'hui, à vos différentes échelles sur la construction et l'immobilier, évidemment, est-ce que voilà, c'est des freins que vous voyez? Il y a d'autres freins peut-être que vous voyez aujourd'hui pour pousser ces acteurs justement à la digitalisation du secteur? Oui, donc merci Sacha pour cette question. En fait, quand on change, on se transforme, il y a toujours un effort à faire. Donc, il faut faire un peu de change management. Et la question, c'est pas s'il y a un effort ou pas. C'est la question, est-ce que l'effort, on peut réduire cet effort? Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un souci de digitalisation, c'est parce que l'effort est trop grand, parce qu'on ne le fait pas nécessairement bien coordonné, bien au niveau de la chaîne, bien harmonisé. Et donc, c'est pourquoi ça peut présenter une freine. Si je parle des trois, donc le change management, bien entendu, ça va toujours exister. Le deuxième, le ROI, si on est capable de réduire l'effort, immédiatement le ROI va augmenter parce qu'il y a moins d'efforts, moins de coûts, donc finalement les bénéfices vont plus facilement couvrir l'effort. Et troisième, la formation, si nous sommes plus harmonisés, standardisés dans nos échanges, bien entendu, il ne va pas falloir faire de la formation de spécifique, on va pouvoir aussi réduire l'effort de la formation parce qu'on est mieux coordonné. Je parle de tout ça pour arriver et atterrir sur le sujet de l'interopérabilité. Je pense que il faut se digitaliser, mais pas n'importe comment. Si on se digitalise dans nos coins, pour notre petite chaîne, ça veut dire, parce qu'il y a bien entendu, quand je parle de l'exploitation, il y a une petite chaîne le FM, PM, AM, avec tous ses partenaires, les fournisseurs, prestataires qui environnent cette petite chaîne au niveau d'un immeuble. Si chaque immeuble se digitalise parce qu'il y a un FM, PM, AM qui s'optimise au niveau de leur échange, alors on a plein de petites digitalisations qui ne communiquent pas entre eux. Donc, l'effort de digitalisation pour les acteurs, autant le PM, Asset Management, le Facility Management, les PropTech, les investisseurs, le ROI ne sera pas là. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, il faut être capable de consacrer nos efforts sur, pas l'intégration de données. Chaque fois quand on change l'immeuble, il faut réintégrer. On passe notre temps, des ingénieurs très coûteux,
à saisir des données ou ressaisir des données ou mettre en qualité, au lieu de s'occuper de vraiment création de la valeur et le ROI qui finalement va aider la digitalisation dans une manière et sur une échelle de la filière. Oui, alors bon, du coup, je vais rebondir un peu, hein, parce que je vais avoir du coup merci Tsonga, je vais avoir du coup un regard ou une approche beaucoup plus opérationnelle et pragmatique, parce que ce qui vient d'être dit est vrai. En fait, si on est là aujourd'hui à utiliser Teams pour faire une visioconférence, c'est parce qu'on a tous fait l'effort d'utiliser cet outil. Et l'effort, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix, en fait, hein. On a subi, alors ça, c'est devenu intensif, mais on a subi les confinements et on a tous été obligés de changer dans nos pratiques. Et donc, en fait, il y a une contrainte externe qui a fait que on est sorti de notre zone de confort et on se dit, tiens, c'est vrai, au fait, il y a des réunions, des conférences qu'on peut faire avec un outil digital. Pour autant, je ne sais pas ici autour de la table qui a eu ou si quelqu'un a eu une formation Teams. On s'est retrouvé devant l'ordi et puis voilà, il fallait trouver une solution. On a utilisé des outils pour lesquels il n'y avait pas de formation, quoi. Et donc en fait, la digitalisation, elle arrive. Et là, j'en viens au métier du BTP, puisque moi, je suis dans le secteur de la construction, hein, donc voilà, les maçons, les peintres, voilà, les ingénieurs sur différentes ou sur d'autres sujets, les chefs de travaux, etc. Ils utilisent tous des outils numériques parce que c'est pratique pour leur quotidien. On a en France énormément d'entreprises qui sont des moins de 10 salariés. Le patron de ces boutiques-là, son bureau, c'est le camion. C'est-à-dire qu'en fait, il est hyper connecté. Il a un smartphone et il fait tout à partir de ça parce que il est bien obligé, lui, de faire ça entre deux. Et les outils qu'il utilise, ce sont les outils qui sont pratiques pour lui. Alors effectivement, comme le dit Tsonga, il y a un ROI qui le fait de façon très, très spontanée, hein. Tiens, il y a un outil gratuit, il y en a un qui n'est pas gratuit, mais je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Et donc, en fait, par exemple, sur le BIM, lui, il va rentrer dans le BIM. Pourquoi? Parce que il a une intervention à faire sur un chantier, que ce soit la construction ou la rénovation, je ne sais pas, dans un immeuble, hein, il doit intervenir. Et puis, au lieu de recevoir un plan papier, il reçoit un fichier informatique. Alors là, il est bien embêté, parce que la première fois qu'il n'a pas utilisé ça, la première fois qu'il utilise ça, il n'a pas été formé. Et son réflexe, c'est pas de se former, hein. Son réflexe, c'est de regarder parmi ses collaborateurs qui sait utiliser une visionneuse. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que dans le secteur, il y a énormément d'apprentis. Et tous les gamins en apprentissage, dès le niveau 3, hein, par exemple, dès le CAP, ils savent utiliser une visionneuse. Et là, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Les jeunes, la jeune génération, alors surtout les millennials, sont vraiment les chevaux de Troie de la digitalisation. Et ça, c'est assez magique. On l'observe, on le mesure, on le quantifie. Les gamins adorent ça, hein, puisque de apprentis, ils deviennent les sachants. Et donc, ils expliquent au patron, regarde, en fait, ta tablette, pouf, tu fais ça, tu mesures les codes comme ça, tu fais une élévation comme ci, et regarde ton plan, tu le retournes, et ça devient pratique. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des personnels de l'entreprise dans laquelle ils bossent vont devenir des spécialistes du BIM, ça veut juste dire qu'il y en a un dans la boutique qui sait l'utiliser. Et ça devient le sachant. Alors, il y a des mécanismes très sympas à faire et à décrypter sur ce sujet-là, bien sûr. Mais le fait est que dans la digitalisation, on a besoin à un moment de quelqu'un qui sait faire et en fait, on se retourne, on regarde dans la boutique qui est-ce qui est en mesure de faire ça. On a mesuré d'ailleurs qu'entre 7 et 8 entreprises sur 10 attendent de leurs apprentis qu'ils soient ce qu'on appelle, nous, les vecteurs de l'innovation et notamment digitale. Parce que, voilà, ils sont en train d'apprendre le métier, donc ils ne sont pas dans les routines que tu expliquais, Tsonga, hein. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas besoin de sortir de zone de confort, puisqu'ils sont en train d'apprendre leur métier. Oui. Ensuite, je pense que tu as mis le doigt sur un vrai souci, c'est celui de la communication des données. C'est quand même hallucinant. Alors moi, je suis une quiche en informatique, mais vous discutez avec un informaticien, il vous dit « Ah ouais, les données, c'est super, ouais, c'est vachement bien, il y en a là, il y a du big data à droite, à gauche, regardez Docker, cette monstruosité qui est devenue cette entreprise qui est Docker. » Ils vous disent toujours « Ah oui, mais en fait, là, le fichier, il est là avec ce langage-là. Et toi, en fait,
ton fichier, c'est pas le même langage, et il faut donc que je crée des concordances pour réussir à faire communiquer. Et comme tu le dis, bah, ça coûte une fortune parce que en fait, les données ne sont pas, les données informatiques sont rarement interopérables. Ils sont obligés de faire des tables de concordance, ils sont obligés de créer des logiciels pour que d'autres logiciels communiquent entre eux. Et je pense que ça, pour le coup, c'est un frein dans l'organisation des outils. C'est un frein dans la communication entre celui qui va fabriquer les matériaux, la matière d'œuvre, celui qui va l'industrialiser, celui qui va la poser, celui qui va l'exploiter, celui qui va le déconstruire. On a un vrai souci sur la déconstruction en France aujourd'hui, hein. Donc on peut avoir, comment dire, certains logiciels, surtout certaines démarches qui permettent d'avoir une vision complète sur très longtemps d'un bâti, de sa conception jusqu'à sa déconstruction, en incluant la vie du bâtiment, l'évolution, les usages dont on en fait. Sauf que la vision qu'on en a au droit CMTP, c'est que toutes ces données ne se parlent pas entre elles, en fait. Et elles ne se parlent pas entre elles pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi parce qu'un bâtiment, il n'est pas construit pour 5 ans, quoi. Il a une durée de vie, on espère, au moins une centaine d'années. Et un autre exemple, aujourd'hui, si vous reprenez vos vieux fichiers Word que vous aviez commencé à taper, à dactylographier il y a 15 ans, plus aucun ordinateur, ou presque, n'est capable de les lire. Donc, je ne sais pas demain, dans 15 ans, comment les données que nous sommes en train d'essayer de consolider seront utilisables dans la vie de la construction. Peut-être qu'on peut apprendre de cet exemple pour se mieux préparer pour l'avenir. Je voudrais juste rebondir sur une chose et après Sacha, je rends à Alice la parole. En fait, on s'est digitalisé, c'est vrai, en réagissant à une contrainte externe, peut-être. Covid a accéléré, on dit souvent que la Covid a accéléré plein de choses, la digitalisation également. Mais si par exemple Teams, on utilise Teams, c'est parce que je pense que ça facilite donc notre vie. Il y a pas seulement un frein de digitalisation, mais un facilitateur. Si on regarde positivement, ce sont les outils qu'on adopte le plus facilement, le plus vite, qui nous facilitent la vie parce que, par exemple, un Teams peut traduire ce qu'on dit, peut faire le compte-rendu immédiatement, peut échanger avec Outlook, etc. Je ne veux pas faire la publicité de Teams, mais ce que je veux dire, que des outils qui sont interopérables ou mieux intégrés dans un écosystème, quand je quitte un outil, je ne dois pas saisir les données, mais je peux reprendre et réutiliser dans un autre outil, soit c'est une messagerie, soit un autre document pour un compte-rendu, un échange de partage de documents, immédiatement, je vais utiliser cet outil-là qu'un autre outil où c'est super sur sa fonctionnalité, mais c'est pas connecté parce que il ne parle pas le même langage où je dois ressaisir. Donc en fait, quand on parle, Sacha, tu as parlé des freins, je pense que pour faciliter l'adoption, c'est justement avoir cette correspondance, cette interopérabilité des échanges et l'intégration des outils entre eux. C'est une excellente conclusion justement pour pouvoir enchaîner. Merci en tout cas. Et moi, c'est vrai que j'ai, pour donner aussi mon retour d'expérience, parce que j'ai échangé avec des milliers de professionnels sur tout le secteur de la construction et l'immobilier, donc aussi bien sur ton secteur, Shengang, sur la partie PM, FM, que Jacques-Olivier sur la partie construction, donc l'ensemble du cycle de vie, dès la phase étude jusqu'à la phase suivi de travaux et la phase exploitation. Et moi, c'est vrai qu'il y a en termes de freins, et après on va voir qu'il y a forcément des bénéfices et des avantages à cette digitalisation, parce que sinon on ne serait pas tous aujourd'hui en train de promouvoir justement le digital. C'est alors ce qui revient le plus, et c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez tous les deux dans ce côté un peu de change management, c'est qu'en fait souvent les décisionnaires vont dire ok, j'attends de voir si mon équipe l'adhère, et les opérationnels vont dire j'attends de voir si mon directeur le valide. Voilà, c'est résumé de manière très simple, mais du coup, chacun se renvoie un peu la patate chaude, ce qui fait qu'au final, personne ne prend les décisions. Et une fois qu'on passe déjà cette première étape de OK, on voit que la digitalisation peut apporter des avantages, dont on va parler dans 2 minutes, et là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Le deuxième aussi, donc ça, c'est la formation. Et moi, c'est vrai que pour échanger, je ne sais pas si on peut appeler ça une croyance limitante, mais c'est vrai qu'il y a des a priori sur le fait que le changement fait peur, toujours. Voilà, aujourd'hui, on travaille comme ça depuis 20 ans, 30 ans.
historiquement, le BTP est quand même assez et l'immobilier ont pris un peu de temps à se digitaliser. Forcément, il y a toujours des méthodes de travail un peu traditionnelles, papier, crayon. Je vais sur site, j'échange, je reviens au bureau. Donc voilà, et il y a beaucoup de temps et de tâches chronophages. Et c'est ce qu'on va voir du coup. Je vous propose d'enchaîner sur la partie quels sont les bénéfices du coup de passer au digital pour le secteur de la construction et de l'immobilier. Donc nous, on a vu au cours de l'enquête, ça sera des chiffres, mais évidemment, on va y arriver, qu'il y a à peu près 95% qui estiment qu'être après être passé au digital, donc il y a une vraie différence entre un avant et un après, et l'utilisation d'un logiciel de gestion de construction ou de suivi de projet pour la partie immobilière a permis de réaliser des économies. Alors, quand on dit des économies, ce n'est pas forcément des économies financières. Évidemment, il y a une meilleure maîtrise des coûts et des marges, ça c'est une certitude. On peut voir aussi tous les sujets liés, par exemple, et ça c'est peut-être des choses que vous avez vues, dans le respect des délais. Il y a énormément de projets qui prennent du retard dans les délais, donc que ce soit en phase d'exploitation, en phase étude, en phase d'exécution. Le deuxième point majeur, c'est en fait, et ça c'est ce que j'ai vraiment pu observer pour échanger avec tout le monde, c'est la suppression des tâches chronophages. Qu'est-ce que j'entends par tâches chronophages aujourd'hui? Il y a énormément, que ça soit sur la partie immobilière ou construction, de sujets sur lesquels les personnes n'ont aucune valeur ajoutée. Un exemple type sur une partie travaux, par exemple, quand je dois aller sur site et faire une liste de toutes les non-conformités, toutes les réserves autres que j'ai pu observer, noter ça à la main de manière traditionnelle sur un papier, revenir au bureau, remettre mon rapport en forme, etc., ça prend en moyenne une demi-journée à une journée de travail perdue par semaine, dans laquelle l'opérationnel n'a aucune valeur ajoutée, parce qu'il doit faire ce travail de recherche d'informations, de compilation, et ça, c'est un problème. Deuxième point que j'ai pu observer également dans la partie immobilière et construction, c'est la traçabilité. Voilà. Ça, c'est un mot fondamental. On en parlait aussi avec Shengor l'autre fois à la Proma. Justement, c'est ce côté, en fait, j'ai tellement d'informations et d'acteurs différents sur l'ensemble de la chaîne qu'au bout d'un moment, je vais avoir une perte d'informations. D'accord ? Et le fait de tout centraliser sur des plateformes, donc évidemment interopérables, ça va me permettre d'avoir une photo à l'instant T de ce qui se passe et de pouvoir anticiper les actions et prendre les bonnes décisions. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un décalage entre les problèmes, les moments où les problèmes sont remontés et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc moi, voilà, c'est vraiment les 3 points majeurs, en tout cas, et après, je vous laisserai évidemment faire votre retour. J'estime que c'est la traçabilité, du coup, qui aide vraiment le côté digitalisation, une meilleure maîtrise des coûts et des marges et respect des délais, et enfin une communication plus fluide parce que vous avez forcément différents acteurs. Et comment est-ce que j'arrive à communiquer de manière simple, efficace, évidemment toujours dans cette optique d'avoir des outils simples et fluides. Si jamais il y a des usines à gaz, ça ne sera jamais pris en main pour pouvoir vraiment avoir des avantages concrets en termes aussi bien de relations vis-à-vis des clients avec des rapports de qualité, une meilleure communication entre les acteurs et un gain de temps notable. Du coup. Là, je vous laisse faire votre retour justement sur vos niveaux, ce que vous avez pu observer. Ça serait intéressant de voir, est-ce que... Jacques-Olivier, je te laisse pour cette fois, parce que toujours, c'est moi qui commence, donc peut-être que, voilà, donc, je te laisse m'inspirer, du coup. Moi, bien entendu, j'ai plein de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser, donc Jacques-Olivier, je rebondis sur ce que tu dis. D'accord, merci. Alors, oui, évidemment. Alors, la question de la traçabilité, c'est un vrai sujet dans l'acte de construire et bientôt demain dans l'acte de déconstruire parce qu'il va falloir rénover. C'est un vrai sujet. Et en fait, le vrai sujet, il porte, il me semble, tout autant sur l'intérêt que j'ai, moi, professionnel, à rentrer des données sur tout ce que j'ai fait. Ça porte tout autant là-dessus que sur la façon dont est organisé le secteur de la construction. Pour faire simple, quand vous faites réaliser une construction, il y a quelqu'un qui va venir faire de grosses œuvres, il y en a un autre qui va venir poser les ouvrants, il y en a un autre qui va venir poser l'électricité. Et en fait, une bonne partie ce qu'on appelle les pathologies du bâtiment, c'est-à-dire les dommages qui arrivent au bâtiment, c'est lié à ces interfaces. Il y a une fuite à la fenêtre. Ah, ok. Ça vient du menuisier ou ça vient du maçon? Ça vient peut-être de l'isolation par l'extérieur. Ça vient peut-être de l'électricien qui, lui, avait son caisson électrique à mettre. Alors, du coup, il a fait un trou dans le mur ou il a fait un trou dans le montant de la fenêtre. Et aujourd'hui, on se dit, qui c'est qui est responsable de ça? Le secteur, il a traité ça il y a très longtemps. Il y a un fonds de garantie. La garantie décennale, elle est assez souvent
mises en œuvre, non pas comment dire, sur la responsabilité de tel ou tel acteur, mais parce qu'il y a un fonds de garantie, et ça fonctionne. On cherche en fait pas vraiment à savoir qui, parce que ça prend du temps, et puis ça n'a pas de finalité. L'important, c'est que le propriétaire, celui qui a fait construire, il ait bien une indemnisation et puisse faire les travaux de réparation. Et du coup, quand on essaye de mettre en place de la traçabilité là-dessus, on se retrouve face à des professionnels qui ne voient absolument pas l'intérêt. Ils cotisent au fonds de garantie. Donc ils disent, mais pourquoi je vais aller tracer et passer du temps là-dessus, alors que de toute façon, mon client, je sais que s'il arrive quelque chose, il sera, comment dire, il sera indemnisé. Et là, en fait, ça touche à la question de l'utilité. On en tourne autour depuis tout à l'heure, hein. On entre dans une innovation ou dans un changement parce que c'est utile. Alors ça, on l'a mesuré aussi. On essaie de regarder un peu ce qui se passe dans la société. Sociétalement parlant, c'est pas plus les jeunes que les vieux, hein. On est quand même un peu tous de plus en plus tournés autour de notre nombril, hein. C'est-à-dire que l'intérêt collectif, tout ça, oui, c'est très très bien, mais enfin, il faut surtout que ça me serve à moi d'abord, hein. Et ça, on le constate. Et donc, du coup, voilà, le travail en collaboration, c'est beau, c'est bien, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul, hein. Je n'irai pas construire tout seul une tour à la Défense. Mais enfin bon, je suis aussi motivé par des actions qui vont m'être, moi, personnellement, intéressantes. Personnellement au sens individuel, mais personnellement au sens d'une entreprise aussi, hein. Une boîte, elle va mettre ça en œuvre parce que, comme on le dit tout à l'heure, il y a un retour sur investissement, mais de son point de vue à elle, pas du point de vue du collectif. Et à mon avis, la question de la traçabilité, elle intervient là. Et je ne suis pas persuadé, là c'est moi qui m'exprime, hein, même si on a pas mal d'études et de données là-dessus, je ne suis pas persuadé qu'il faille en faire un dogme. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même que les bâtiments vivent, évoluent, fonctionnent, se transforment. Et quand on a une démarche qui peut permettre une approche collaborative et collective, quel est en fait l'intérêt de la traçabilité, de la responsabilité individuelle? Ça, c'est une vraie question, il me semble peut-être un peu philosophique, mais assez essentielle. Ensuite, évidemment, sur le respect des délais, etc., voilà, on voit arriver tout un tas de logiciels sur ces sujets-là. Alors, du coup, au 3CA, nous, on a créé un accélérateur. On appelle ça l'accélérateur pédagogique du BTP. Parce qu'en fait, des outils comme ça, il y en a plein, mais ils ne sont pas mis en œuvre, en fait. Ils sont souvent pas mis en œuvre parce que les entreprises n'ont pas les compétences en interne pour les mettre en œuvre. Pourquoi ils n'ont pas les compétences en interne pour les mettre en œuvre? Parce que quand il y a besoin d'une formation, les centres de formation eux-mêmes, ils n'ont pas les contenus de formation à pousser. Enfin, quand on a un nouvel outil qui arrive, on se dit super, il faudrait que tout le monde soit formé là-dessus. Du point de vue de l'organisme de formation, pour pouvoir former là-dessus, il faut des experts. Pas forcément dans l'outil, mais en tout cas dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens qui sachent quoi former, comment former, dans quel délai, à partir de cadres référentiels de formation, de certification. Donc nous, on a créé cet accélérateur pour ça. Ça nous permet de pousser des innovations comme ça. Alors, il y a tout un tas d'outils numérique, il y a tout un tas d'outils assez fabuleux, par exemple de mise en œuvre de la réalité augmentée pour projeter l'installation d'un escalier, pour projeter l'installation de, je sais pas, d'un revêtement de mur, d'un revêtement de sol, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et en fait, on fait bouger les choses comme ça, mais effectivement, la question du suivi du respect des délais, elle passe par là. Alors encore une fois, je vais faire un peu de placement produit. On a la chance dans le BTP d'avoir le 3CA, mais c'est quand même un singleton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de branches qui se sont dotées d'un outil dont les missions sont de pousser l'innovation, quoi. Et même en poussant l'innovation comme ça, il faut avoir conscience que le secteur, il est énorme. Rien que dans le bâtiment, je ne vous parle même pas des TP, on est à plus d'1,5 million de salariés. On est aux alentours d'1,6 million, 1,7 million. Donc, enfin, vous voyez, on a 100 000 apprentis par an. Vous imaginez le nombre de cohortes qu'il faut former pour réussir à avoir un impact sur l'ensemble des professionnels, et c'est quelque chose qui est long. Et là aussi, comme avant, on tombe sur un paradoxe. On est beaucoup, tous collectivement, dans la culture de l'immédiateté. Typiquement, on est en train de faire des intéressants là sur une visio et vous allez avoir la possibilité de poser des questions tout de suite, parce qu'il vous faut la réponse immédiatement. Oui, enfin, il faut juste se souvenir qu'il y a 20 ans, vous envoyiez un courrier et puis on vous répondait, vous aviez la réponse 2 semaines après, tout le monde était content. On est dans la culture de l'immédiateté. L'innovation, on veut qu'elle infuse, qu'elle perfuse immédiatement. Ben oui, mais il y a des choses qui prennent du temps.
Et ça, on est dans une espèce de, comment dire, d'approche qui, enfin, on touche à un paradoxe, ce qu'on appelle une aporie, hein. C'est-à-dire, en posant la question comme ça, on n'a forcément pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, au contraire, hein. Tous les secteurs sont touchés. Voilà. Et puis, dernière chose, avant de te laisser la parole, Chamber, c'est Talleyrand, je crois, qui disait quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire ah ouais, pas comment on a là des bâtiments, il a 150 ans, mon immeuble, il faut que j'arrive à le faire évoluer, c'est long, le temps que ça va se mettre en œuvre, etc., etc. Voilà, quand on regarde les autres secteurs, tout le monde va au restaurant ou au bistrot de temps en temps. Il a quand même fallu pas loin de 15 années pour que chaque serveur soit doté, et encore, c'est pas vrai partout, de la petite tablette pour passer des commandes, c'est-à-dire juste pour enlever le papier qui est donné à la brigade en cuisine. Il a fallu plus de 15 ans, quoi, pour quelque chose qui aujourd'hui nous paraît d'une simplicité enfantine. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelques serveurs en restaurant, demandez-leur un de ces jours où ils ne sont pas trop occupés, de vous montrer la tablette, la petite tablette, le petit pad qui ressemble à un téléphone avec lequel ils passent les commandes. Vous verrez que c'est loin d'être simple d'utiliser ça, hein. Parce que quand le client il vous dit « Ah bon, moi je veux mon dessert, mais avec le café en même temps. » Ah oui, eh ben non, ça ne marche pas. En fait, il faut réussir à faire une manip pour ça. Alors que quand il avait son papier, c'était facile. Voilà, il faisait une flèche, une croix, et puis il y arrivait. Tous les secteurs sont comme ça. Il y a des secteurs hyper traditionnels. Ah, je suis passionné par la cuisine. Ah, moi, ma passion, c'est la boulangerie, la pâtisserie, etc., etc. On n'en est pas à imprimer des éclairs en chocolat. On est vraiment en train de les fabriquer comme à l'ancienne, et tout le monde veut de l'ancienne. Pour autant, les entreprises de la boulangerie-pâtisserie sont confrontées, elles aussi, à de la nouveauté. Et, je pense que ça infuse dans tous les secteurs, et que bah voilà, on est confronté aux mêmes soucis que beaucoup. Et je m'arrêterai là. Tu m'as donné envie d'un profiterole, mais je pense que le sujet de cette table ronde, c'est quand même la digitalisation de l'immobilier, la construction. Oui. En fait, mais c'était très pertinent. Moi, pour rebondir sur la traçabilité et sur pourquoi c'est important, en fait, peut-être on peut rendre plus responsables les gens, pourquoi pas, mais aussi on peut mieux reconnaître les contributions de chacun. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne valorise pas certaines actions, certains métiers, parce qu'on n'arrive pas à tracer ou à mesurer ou à identifier leurs contributions, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. On sème les grains, il y a certains acteurs qui mettent des engrais, et à la fin, il y a quelqu'un qui collecte les fruits. Mais ceux qui collectent, c'est super, il a tout. Mais ceux qui, si on n'a pas la traçabilité, quelle action a apporté quel résultat, ben, le problème que finalement, peut-être qu'on ne va pas pouvoir valoriser suffisamment ou faire évoluer et former des gens sur cette activité. Et deuxième chose, on ne va pas pouvoir piloter. Sur le ESG, il y a des enjeux de plus en plus globaux et bien entendu, l'environnement, si on parle de eux, plus spécifiquement, c'est quelque chose de très global et nous ne pouvons plus espérer qu'individuellement, on arrive à confronter cet enjeu. Donc, il faut quand même la collaboration dans une manière coordonnée, pilotée, tracée, parce que si on veut piloter, on doit comprendre, par exemple, s'il y a un plan d'action, les PPA, PPAT, ce sont les CAPEX plans, donc les investissements pour améliorer l'empreinte carbone par des travaux d'amélioration. Si on ne comprend pas quelle ligne, quel investissement contribue à la diminution de comment il s'appelle, l'empreinte carbone, parce qu'on a des trajectoires tous maintenant pour réduire, ben, on ne va pas pouvoir piloter ni pas seulement la partie financière, mais aussi, bien entendu, la partie environnementale et la partie métier, parce qu'il n'y a pas la traçabilité. Ne parlons pas de toute la perte de productivité, parce que quand, Sacha, tu parles de la relève des sujets non conformes au niveau technique, pourquoi aller sur place si, par exemple, quelqu'un
un mainteneur d'un ascenseur a déjà relevé cette non-conformité. Et ça existe déjà dans une plateforme, sauf que ce n'est pas intégré, il n'y a pas de langage commun, donc je ne peux pas le récupérer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, dans une manière non digitalisée, je vais sur le site, je vais constater, je vais rédiger un rapport, alors que cette information existe. S'il y avait la traçabilité et l'intégration et l'interopérabilité des échanges, je pourrais déjà me concentrer sur comment je lève cette non-conformité et pas de constater quelque chose qui est déjà un fait. Donc, je pense que c'est un vrai, comment il s'appelle, Graal, c'est un objectif. Il faut qu'on arrive. Et Jacques-Olivier, tu l'as dit, le Covid, mais pas seulement le Covid. Donc, il y a plein d'enjeux globaux. Le cyber, c'est croissant, donc qui nous oblige à mieux travailler ensemble et s'assurer que nos systèmes, même s'ils sont interopérables ou mieux intégrés, ils ne laissent pas de faille pour pénétrer à travers un système, l'autre système, etc., etc. Donc tout ça pour dire que même si certaines industries ont mis 15 ans, par exemple dans les serveurs, peut-être que l'immobilier est même encore plus traditionnel et on n'est pas meilleur, même peut-être pire, mais je reste très confiant parce qu'il y a de la pression externe, les enjeux globaux, parce qu'il y a quand même comment il s'appelle, les gains d'efficacité. De toute façon, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il y a la valorisation des vrais ingénieurs sur terrain qui ne sont pas comment il s'appelle, reconnus comme je pense qu'il faudrait l'être. Donc, on peut aider tout ça, tout converge, tout doit converger. Il faut juste qu'on fasse ce change management, mais je pense que le change management, pour réussir, il faut l'effort qu'il faut combattre, il faut le réduire. Et en réduisant l'effort, on va y arriver. Je suis toujours optimiste, non? C'est important. Merci beaucoup. On va se diriger peut-être petit à petit vers la conclusion. Je rappelle juste aux personnes qui participent à cet échange qu'il est possible de poser des questions avec le petit onglet Q&A que vous avez en haut à droite. Voilà, je laisse la parole à Sacha. Merci. Que dire, qu'ajouter, parce que vraiment c'était très bien résumé en tout cas. Pour conclure, donc je pense qu'on a fait c'était intentionnel évidemment de faire un constat. On voit quand même des similitudes à nos niveaux, en tout cas tous les trois, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un frein en France à la digitalisation. Par contre, on a vu que c'est aujourd'hui, je pense, on est tous les trois convaincus, c'est pour ça qu'on est là, que c'est fondamental de digitaliser. Et comment est-ce qu'on peut justement proposer des pistes, hein. Donc là, c'est plus une synthèse de ce qui a été dit, évidemment. S'il manque des choses, Shengor et Jacques-Olivier, n'hésitez pas. Voilà, le premier, c'est vraiment former davantage au numérique pour accélérer la transition digitale. Alors, quand je dis former, c'est pour moi, il y a deux parties. Donc, j'ai pu observer chez Plan Radar. Hein. Nous, par exemple, un des freins majeurs, que ce soit avec les PMFM ou dans la partie construction, c'est comment est-ce que j'adapte mon langage métier opérationnel qui est fondamental au langage un peu solution logicielle, d'accord, par exemple en termes de fonctionnalité. Et ça, donc c'est un premier point important, c'est vraiment uniformiser ce langage. Et par exemple, sur la partie PM, j'ai besoin de voir ça, sur la partie construction, qu'est-ce que va correspondre une réserve, etc. Donc affiner le langage métier, premièrement. Deuxièmement, c'est aider, donc toujours dans cette formation, donc les utilisateurs, comment leur montrer que se former au digital, justement, c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de chronophage. Donc certes, il faut prendre du temps, ça c'est factuel, parce que souvent, les gens me disent on n'a pas le temps, ça c'est la phrase qu'on entend tous les jours, mais on peut toujours réussir à dégager du temps, c'est juste que quand on dégage ce temps-là, et derrière ça va être bon. Et troisièmement, évidemment, sur la formation, toujours, c'est l'aide à la mise en service et au déploiement, c'est vraiment comment est-ce que j'adapte et j'aide à mettre en place par rapport à mes référentiels. Enfin, je pense que c'est fondamental, on est tous d'accord dessus, de privilégier des outils intuitifs et faciles à prendre en main, car à partir du moment où c'est compliqué, il n'y aura aucun effort sur ça. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Même chez Plan Radar, essayer d'avoir un outil très simple où je vais sur site, je peux prendre une photo, je peux envoyer un rapport, je peux valoriser le temps de mon technicien, je peux gérer tous mes sujets liés au multiservice, au multitechnique, pour la partie travaux, éditer un rapport en 10 secondes plutôt que de passer une demi-journée à 1 heure. Voilà, donc tous ces sujets-là.
Et voilà, donc vraiment, donc, en résumé, donc pousser vraiment la formation et la démocratisation, je dirais, du digital, montrer les avantages, voilà, que c'est pas quelque chose de chronophage et que c'est quelque chose de simple et fondamental pour les années à venir, pour pouvoir vraiment booster ce secteur de la construction et de l'immobilier. C'est à moi maintenant. Oui, en fait, on a parlé des freins qui finalement, si on les adresse, peuvent devenir des facilitateurs. Donc, Jacques-Olivier l'a très bien, avec plein d'exemples, illustré qu'on n'a pas de choix de toute façon. On va y aller. Maintenant, il faut s'assurer qu'on n'y va pas n'importe comment. C'est ce que j'essaye de toujours dire et évangéliser. Il faut se digitaliser, mais pas n'importe comment. Parce que si on se digitalise n'importe comment, dans ce cas-là, il faut revenir en arrière pour se digitaliser bien, parce que de toute façon, il faut se digitaliser. Donc, il y aura des projets qui seront, comment il s'appelle, mis en write-off, comment dire, en perte. Et donc, quel est le problème avec ça? Que, en fait, chaque fois qu'il y a un projet digital qui ne réussit pas, ça a un peu, comment il s'appelle, il y a une perte de confiance dans ces projets, dans les applications, dans je sais pas quoi. Oui, ils nous ont promis un rêve et finalement, on n'a pas réussi. Il y a toujours des échecs, des petits échecs. Dans la culture française, c'est pas trop accepté, mais c'est la vie. Hein. À la fin, il faut, pour y arriver, parfois il faut faire 2-3 itérations. Mais en amont, essayons de se bien digitaliser et bien digitaliser parce que les enjeux sont globaux et il faut une approche à l'échelle. On ne peut pas, même déjà pour la formation, si on ne peut pas industrialiser la formation, s'il faut par entreprise faire que des spécificités. Donc, c'est une des choses pour moi les plus importantes. Deuxième, on en a parlé énormément, c'est d'avoir, comment il s'appelle, une intégration, une interopérabilité des échanges. Parce que déjà, on peut, si on parle de BIM, si chaque fois on doit amortir un BIM par métier, par exemple pour la construction 1, pour l'exploitation 1 et pour la déconstruction 1. Donc, il y a 3 BIM à financer, alors qu'on pourrait avoir, avec un meilleur langage, peut-être 1. Donc, et on pourrait gagner en productivité, en empreinte carbone, en fluidité, en valorisant des expertises, des ingénieurs, etc. Et enlever toutes les frustrations, des problèmes, des échanges entre ces étapes de vie d'un immeuble. Donc, pour moi, c'est une évidence. Je pense que de plus en plus, ça rentre dans l'esprit de tout le monde qu'il faut l'interopérabilité ou la convergence numérique au moins. C'est pourquoi, avec la Proma et plein d'autres associations, on travaille. Donc, je ne suis pas le seul, loin de là, qui partage cet avis. J'ai maintenant l'opportunité d'en parler, donc et chaque fois quand j'ai la chance, j'en parle. Mais c'est important d'aller à l'échelle et pas seulement entreprise par entreprise. Et finalement, il faut quand même qu'on s'assure qu'il y a à l'échelle, mais dans 2 directions. Il y a le bottom-up et le top-down. Ça veut dire beaucoup de données sont générées sur le terrain. Et parfois, on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas de traçabilité, etc. L'interopérabilité, on ne se rend pas compte de la richesse de toutes les données qu'on a. Donc, il faut qu'on valorise un peu mieux sur les terrains qui a déjà produit, donc et qu'eux, ils poussent vers le haut. Et que le top-down, ça veut dire que oui, on partage pas seulement vers le haut des données qualitatives, mais même de haut vers le bas. Souvent, je me mets dans cette situation, maintenant j'essaye de faire différemment, on attend des données de nos prestataires, mais on ne pense pas à partager avec eux les données. Alors que c'est une approche un peu symétrique. Le plus on échange des données, le plus on travaille mieux ensemble pour confronter des enjeux globaux. Donc, c'est pas seulement en échelle, ok, tout le monde travaille pour quelqu'un en top, c'est un pyramidal qu'on doit, comment il s'appelle, tourner de temps en temps, donc, et que le sable coule dans les 2 directions, parce que autrement l'échelle ne va pas nécessairement fonctionner.
Alors, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, tu mets le doigt sur un sujet autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, mais du coup, c'est pas mal de l'oraliser. C'est celui du pouvoir, en fait. Il y a une suspicion évidente dans notre vie de tous les jours. Vous le voyez bien quand vous arrivez sur un site internet. Est-ce que j'accepte les cookies ou est-ce que j'accepte pas les cookies? Alors perso, je suis plutôt du genre à dire non, je refuse. Puis si jamais il m'oblige, je m'en vais voir sur un autre site. Mais c'est un vrai sujet en fait. Le partage, le fonctionnement des logiciels ou des progiciels, il est impacté par ça. On travaille de plus en plus en réseau. Alors, la grande victoire de ces 20 dernières années, c'est quand même la victoire des réseaux sociaux, hein. On en a tous, de droite, de gauche, on est sur LinkedIn ou d'autres, TikTok ou je ne sais quoi, Discord, on utilise tout un tas de logiciels qui, en fait, sont des logiciels qui permettent au moins d'être transparents sur ce qui, comme tu le dis, monte et descend. Le top-down et le bottom-up, c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment essentiel. Et en entrant là-dedans, eh ben on évite, en tout cas on contourne la question essentielle de à quel pouvoir je m'expose en rentrant dans un système. Parce que l'informatique, c'est quand même donner à voir tout ce qu'on fait. Enfin, ça permet de donner à voir tout ce qu'on fait. Et donc, je m'expose. Quel est le retour que j'en ai si moi, je n'en bénéficie pas? Et au-delà de tout ça, il y a vraiment la question du pouvoir. Celui qui détient de l'information, c'est celui qui détient le pouvoir. Du coup, le partage de l'information, ça permet de désacraliser tout ça, quoi, hein. Alors, dans d'autres métiers, toujours dans la construction, on est rentré là-dedans d'une façon assez consciente, hein, par exemple en mettant en place une plateforme de formation à distance pour les apprentis de premier niveau, qui fonctionne remarquablement. On a 65 000 apprentis sur les premiers niveaux de formation en France. Un peu plus de 50 000 d'entre eux sont formés sur cette plateforme aujourd'hui là. Et ça marche. Ça marche parce que ce qu'ils proposent, c'est vu par tous. Ce que les formateurs proposent, c'est vu par tous. Les bibliothèques sont partagées et du coup, la question de qui maîtrise l'information ne se pose pas. C'est transparent. Évidemment qu'on se doute bien qu'il y a quelqu'un qui est super administrateur du truc, mais c'est plus le sujet. Les essais qu'on avait faits et échoués précédemment, il y avait une opacité là-dedans. Et je pense, quant à moi, que le sujet de la digitalisation, par exemple du secteur de la construction, devra passer par le partage de ces données. Jean-Gord, tu as parfaitement raison. Pourquoi moi je donne des infos si je n'en reçois pas? Ça veut dire que les logiciels, au mieux, il faudrait pouvoir pas forcément les construire ensemble, mais en tout cas les configurer, les paramétrer ensemble avec les gens de terrain. Parce que sinon, les gens de terrain, pourquoi voulez-vous qu'ils rentrent dedans? En plus, si on utilise du vocabulaire qui leur échappe complètement. Donc, ouais. On est dans le collaboratif, quoi. Mais il faut aller jusqu'au bout du collaboratif. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut consacrer les 5 petites minutes qui nous restent pour les questions. J'en ai notamment une sur la performance énergétique des bâtiments. Voilà, c'est un sujet assez en vogue et assez important en ce moment dans les 2 secteurs cités. Alors, est-ce que les outils numériques ont vraiment un rôle à jouer dans la performance énergétique des bâtiments et si oui, lesquels? Alors, peut-être plus pour Monsieur Tchoukas. Oui. En fait, je ne sais même pas comment je pourrais faire sur un papier, un bout de papier. Donc, honnêtement, la question pour moi ne se pose même pas. La question se pose, oui, il faut s'outiller. Maintenant, sur une plateforme ESG ou énergétique, c'est difficile d'être conforme. Il y a quand même la législation, la réglementation qui évolue énormément, autant en France que d'ailleurs en Europe. Et on doit faire des déclarations, on doit faire des reporting. Sans une plateforme, et pourquoi ce n'est plus possible? Parce que les données sont tellement diversifiées qu'il faut avoir la consolidation des données sur un outil. Autrement, on va continuer. C'est peut-être que je m'avance trop de reporter n'importe quoi. En fait,
quand il y a des déclarations, souvent, il n'y a pas nécessairement derrière de contrôle et on ne sait pas vérifier. Mais c'est bien, pour l'acculturation, il faut déjà déclarer quelque chose qui peut-être n'est pas parfait, mais on va pouvoir perfectionner. Mais ce que je veux dire, que justement, sans les outils, on ne peut pas améliorer. Donc, c'est une chose. Deuxième chose, donc, ce sont les plateformes qui sont capables de faire le lien avec comment il s'appelle, la réglementation des autorités, autant sur un décret tertiaire que, par exemple, le GRESB, ce n'est pas nécessairement réglementaire, mais il faut le reporting. Deuxième chose, c'est tout simplement optimiser l'empreinte carbone ou la consommation énergétique. Et pour cela, il faut des plateformes qui sont capables de collecter les données du terrain, ça veut dire le compte de compteur, et on se rend compte que il y a autant de plans de comptage que des immeubles, donc il va falloir aussi rendre un peu d'ordre dans ces sujets-là. Et donc, c'est pourquoi avec l'AICN et l'ACROMA, on travaille sur un cas d'usage qui est l'interopérabilité des plans de comptage. On a fait une cinquantaine de workshops sur ce sujet avec une cinquantaine d'entreprises parce que c'est le sujet un peu du moment. Donc, ce sont les types d'outils qui nous sont nécessaires. Je pense que c'est impossible de le faire sans ces outils. Par contre, il faut qu'ils soient interopérables parce qu'on ne peut pas imposer un outil de marché. Bon, il n'y a pas encore Google de l'ESG, peut-être qu'un jour va exister, mais autant que ça n'existe pas, il faut quand même démocratiser un peu les outils et les outils doivent être capables de parler entre eux. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Jacques-Olivier ou Sacha. Sinon, on a une dernière question. Pour la c'est clair. Ouais. Alors, peut-être une question, effectivement, pour terminer, qui s'adressera peut-être plus à Sacha. Dans quel type de technologie et donc pourquoi vont investir les entreprises de ces secteurs dans les prochaines années? Alors, moi, c'est ce que j'ai pu observer, et je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur l'étude. C'était un des retours d'études, c'était les logiciels de gestion de projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gestion de projet? Encore une fois, c'est un gros mot, mais ce qui est intéressant, c'est que ça englobe tout. La construction et l'immobilier, c'est qu'on a pu voir, en tout cas à mon échelle, pour avoir échangé avec beaucoup d'acteurs, donc toute la typologie d'acteurs, donc des bureaux d'études, des lots spécifiques, du multitechnique, du multiservice, des PM, des FM, que voilà, le fait d'avoir un logiciel, on va dire, alors, je dirais pas unique, mais en tout cas qui centraliserait tout et qui serait interopérable, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour le futur, pour avoir cette vision globale projet sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc avant, pendant, après. C'est toujours important d'avoir ça. L'autre point intéressant pour moi, c'est aussi la partie, les solutions numériques qui vont soutenir toute la partie engagement environnementaux. Donc ça, c'est ce qu'on voyait justement à l'instant. La réglementation de l'efficacité énergétique et le fameux BIM. Alors le BIM, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, on ne va pas faire une définition du BIM, on en parle beaucoup, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est censé arriver dans les prochaines années en France. On a encore un retard par rapport à d'autres pays, pour échanger quand je vois par rapport à l'Allemagne, l'Autriche ou l'Angleterre, mais en tout cas, voilà, c'est aussi des sujets sur lesquels on arrive, et on va continuer d'arriver pour avoir ce côté exploitation du bâtiment, la donnée en temps réel. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les sujets, donc logiciel de gestion de projet, des solutions qui vont permettre de soutenir tout le côté engagement environnementaux et la maquette du BIM dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Eh bien, très clair. Merci beaucoup. Il est 10h, on est pile poil dans les temps. Donc, merci à tous d'avoir participé. Et puis, on se redira bientôt, peut-être pour un nouveau talk. Merci à tous les trois. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.